Nous allons donc commencer la conférence et les participants vont petit à petit. Donc, bonjour, Camille Bader, je fais partie du membre du Club Risque et de l'AEGE. Donc, la conférence de ce soir est organisée par l'AEGE et les membres du Club Risque. Ce soir, nous avons la conférence est sur l'accélération de la transformation digitale dans les entreprises complexifient sa gestion et comment gérer les risques liés aux tiers. Donc, Monsieur Bertrand Elf va nous présenter l'ensemble de la conférence avec ses collègues normalement, qui sont Michael Berthier, Alexandre Gouin et Benoît Lacour. Et je vous rappelle, normalement, ma collègue mettra un lien d'ici peu, que le 4 mai, il y a le risque day et nous vous invitons fortement à vous inscrire à l'événement. Voilà. Je vous laisse prendre la main, Monsieur Elf, pour la suite. Oui, bonsoir à toutes et à tous et merci beaucoup pour cette introduction. Voilà, moi je souhaitais vous remercier pour cette présente, à l'AEGE de nous présenter ce sujet sur la gestion des risques liés aux tiers. Voilà, moi je suis très heureux de pouvoir vous parler ce soir. Je vais peut-être lancer du coup la présentation. Et vous me dites si ça fonctionne. Il y a 5 minutes, ça marchait. Oui, et en fait, là j'ai plus la main. Je sais pas si... je vais essayer de vous la redonner. Normalement, ça devrait être bon. Si normalement vous l'avez. Et réessayez maintenant, s'il vous plaît. Ah, si, c'est bon. Ça doit fonctionner. Vous voyez mon écran? Oui, très bien, on voit très bien votre écran. Ah, ok. Eh bien, écoutez, ça fonctionne. Du coup, je suis très heureux de parler avec vous pour ce webinaire consacré à la gestion des risques. Moi, voilà, je vais me présenter rapidement. Je suis Bertrand Elfre. J'ai une vingtaine d'années d'expérience en gestion des risques et plus particulièrement en cybersécurité. Voilà, j'ai été également responsable de sécurité des systèmes d'information au sein de la Société Générale il y a quelques années. Là, actuellement, je suis partenaire au sein du groupe OnePoint. OnePoint, on a un cabinet organisé autour de la transformation digitale des organisations. On intervient sur plusieurs clients, aussi bien sur les secteurs privés que publics, donc sur la transformation digitale et également sur la gestion des risques des organisations et également sur la conformité et la sécurité. Donc, comme je vous disais, voilà, alors il y a plusieurs valeurs en fait qu'on a au niveau du groupe OnePoint, notamment on fonctionne en collectif au sein de chaque fois qu'on réalise des missions pour différentes entreprises. Et voilà, c'est pour ça que ce soir, je suis très heureux de pouvoir parler de vous exposer voilà, au nom de l'équipe OnePoint et une partie de l'équipe, qu'on vous parle de la gestion des risques. Hein. L'idée, c'est de faire ensemble l'organisation du webinaire. Donc, on l'a pensé en 6 points. On va vous décrire, ça sera Mickaël dans l'équipe qui va décrire au départ les enjeux et les panoramas des risques liés aux tiers. Ensuite, dans la deuxième partie, on fera un focus plus spécifique sur le risque cyber, l'angle mort de la gestion des risques. C'est vrai qu'actuellement, avec le Covid et notamment la digitalisation des entreprises, on parle de plus en plus du risque cyber lié aux tiers. Ensuite, Alexis dans l'équipe nous fera un focus sur ce qu'on a appelé les supply chain attaques et notamment le cas de SolarWinds. Alors, je pense qu'on en a tous entendu parler en fin d'année dernière et en début d'année. Et Alexis donnera les dernières infos sur cette attaque de SolarWinds qui est vraiment une attaque qui vient notamment d'un logiciel d'un fournisseur. Et ensuite, ce qu'on a prévu en quatrième partie, c'est de vous guider quelles sont les bonnes pratiques par rapport à la gestion des risques, tiers. Donc voilà, on a prévu plusieurs diapositives avec Benoît pour donner différentes bonnes pratiques.
On terminera par une conclusion et à la fin, voilà, on est vraiment très ouvert voilà, à répondre à l'ensemble de ces questions sur la thématique de la gestion des risques tiers. Moi, je pars toujours du principe que personne n'a complètement raison sur ce sujet. On reste quand même sur un sujet globalement dans les organisations qui n'est pas tout à fait mature, où il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc, ça sera l'occasion pour nous d'échanger ensemble sur les différentes thématiques. Je vais laisser Mickaël nous exposer voilà, les enjeux des risques liés aux tiers. Merci beaucoup Bertrand, bonjour à tous. Donc peut-être en introduction, vous faire un petit rappel sur le concept d'externalisation qui est né au 19e siècle avec la théorie de l'avantage comparatif établie par l'économiste britannique David Ricardo. Pour autant, c'est plutôt au début des années 90 qu'il y a eu lieu la première vague majeure d'externalisation qui était dans le domaine informatique. Avant, le modèle idéal, c'était celui de la grande entreprise bien intégrée qui détient, gère et contrôle directement ses actifs. Et avec la libéralisation des échanges, le développement des moyens de transport et l'essor des technologies de l'information et de la communication, la mondialisation s'est fortement accélérée. Et les grandes entreprises qui étaient figées dans de lourdes structures managériales, elles se sont alors trouvées dans l'incapacité de faire face à cette nouvelle concurrence mondiale. L'externalisation, c'est ainsi devenu le mot d'ordre pour élargir le champ d'action des entreprises, tirer parti des économies d'échelle, augmenter leur productivité, gagner en agilité et aussi s'adapter aux progrès technologiques. Cette évolution, elle a conduit certaines grandes entreprises à changer de stratégie pour se concentrer sur leurs activités et leurs compétences essentielles. C'est ainsi qu'a émergé la notion d'entreprise élargie, qu'on peut également appeler entreprise étendue. Le terme entreprise élargie, qu'est-ce qui signifie? Il désigne la nécessité d'une relation de collaboration entre les membres de la chaîne d'approvisionnement et il attire l'attention sur les avantages concurrentiels que l'entreprise pourrait obtenir en collaborant avec ses partenaires et fournisseurs de manière plus étroite. Une entreprise et ses différentes parties prenantes, elles sont alors plus simplement considérées comme des entités individuelles liées par des contrats, mais elles forment désormais un écosystème où le partage de l'information est renforcé et les ressources sont mutualisées. Pour assurer sa pérennité, l'enjeu majeur de l'entreprise élargie, c'est la création d'un écosystème de confiance. Cet écosystème, il peut se définir comme une appétence et une culture du risque de l'entreprise partagée en interne et en externe. Et la viabilité de cet écosystème de confiance, elle implique un effort de contrôle conséquent et continu sur l'entreprise et ses chaînes de sous-traitance. L'efficacité des structures de contrôle déployées par les sous-traitants, elle doit être évaluée au regard de la prise en compte des exigences spécifiques de confiance de leurs clients. C'est pour ça qu'il est nécessaire pour les entreprises de trouver des réponses appropriées et évolutives qui vont leur permettre de s'assurer du contrôle de leurs partenaires et de la tenue de leurs engagements. Pour instaurer de la confiance au sein de l'entreprise élargie, il est alors indispensable de piloter les risques qui sont portés par les tiers. Si tu peux changer de slide, Bertrand, s'il te plaît. Le risque tiers, il est transverse par nature et il couvre l'ensemble des dimensions de la gestion des risques. En fait, il s'agit d'une combinaison de plusieurs risques avec divers degrés de sévérité en fonction de la nature de la relation avec le tiers. Effectivement, un fournisseur de cloud ne va pas porter les mêmes risques qu'un délégataire pour de la gestion de sinistres, par exemple. Et on ne mènera pas les mêmes évaluations de risques en fonction des typologies de fournisseurs. La crise sanitaire du Covid-19, elle a mis en exergue plusieurs risques liés aux tiers, et notamment ceux qui sont liés à la continuité des activités, à la viabilité financière, ainsi qu'à la cybersécurité. Bertrand, d'ailleurs, vous proposera un focus sur le third party cyber-risque. Si on revient sur le risque lié à la continuité des activités, moi, j'ai des clients qui ont rencontré des problèmes importants suite à la dégradation de la qualité des services délivrés, puisque de nombreux fournisseurs avaient activé leur PCA. D'ailleurs, certains d'entre eux n'en avaient pas. Donc, on a vu dès le début de la crise l'intérêt de disposer d'un solide plan de continuité des activités. Les organisations qui n'avaient pas pris le virage digital, elles ont dû s'organiser en urgence pour permettre une poursuite souvent dégradée de leurs activités. Encore fallait-il avoir tous les outils pour permettre des connexions à distance massives de l'ensemble des salariés. Un PCA crédible, il doit nécessairement intégrer dans sa démarche de continuité
le risque d'indisponibilité de fournisseurs essentiels. Tous les services qui sont fournis par des tiers, ils ne présentent pas le même risque en matière de continuité. C'est pour ça qu'il est nécessaire, avant toute chose, d'assurer la classification de ces services en termes de criticité, afin de mettre en place des dispositifs de contrôle renforcés et une comitologie appropriée pour les services les plus critiques. Si on revient sur le risque lié à la viabilité financière, encore une fois, la crise Covid-19, elle a entraîné une récession mondiale et elle a poussé des secteurs entiers en grande difficulté financière et elle a augmenté le risque lié à la viabilité financière des partenaires. Et malgré les mesures sans précédent qui ont été prises par les gouvernements et les banques centrales pour limiter l'impact économique de la crise, les fortes contractions de la demande, elles ont engendré pour de nombreuses entreprises des problèmes de trésorerie, un accès réduit aux facilités de prêt et une exposition à des coûts fixes insoutenables. Au regard du contexte économique mondial, on peut ainsi s'attendre à la défaillance de nombreux prestataires de services. Et pour faire face à ce risque, les entreprises elles doivent, dès la contractualisation avec leurs fournisseurs, définir un plan de réversibilité qui, en gros, leur permet d'avoir une exit stratégie. Plan A, en général, je suis en capacité de réinternaliser mes activités. Et plan B, j'ai identifié un provider équivalent qui pourra reprendre les activités externalisées auprès du provider en difficulté économique. Et donc, il est important également, pendant la vie du contrat, de tester régulièrement ce plan de réversibilité. Moi, j'ai des clients qui ont une dépendance très forte vis-à-vis de certains fournisseurs qui sont donc qualifiés de critiques, ce qui implique que dès que ce fournisseur leur fait faux bon, et ils ont eu des incidents de ce type pendant la crise Covid, ils sont juste en incapacité de délivrer les services et la dépendance est tellement forte que la réversibilité n'ayant pas été anticipée comme il se doit, ils sont juste en incapacité, si demain leur fournisseur leur fait faux bon, d'avoir une continuité des services. Donc, en résumé, dans le contexte actuel, avec la multiplicité des crises et puis des menaces donc, sanitaires, économiques, mais également sociales, environnementales et cyber, on assiste à une multiplication des initiatives pour renforcer les critères de sélection des fournisseurs. La prévention des risques environnementaux, sociaux, de gouvernance, la continuité des services et enfin la sécurité des échanges et la protection des données, ils sont devenus absolument primordiales. Et Bertrand va justement vous faire ce focus sur le third party cyber risk. Merci Mickaël. Alors pour reprendre un peu, pour se remettre dans le contexte actuel, clairement, actuellement, le contexte de la Covid-19, ça a été une accélération pour la cyber. Alors, il y a plein d'études qui le disent, voilà, qu'il y a eu une augmentation des différentes menaces. Comme on le montre là sur le graphique que vous voyez à l'écran, je veux dire, la Covid, ça a été une accélération sur la transformation SI des différentes entreprises. C'est-à-dire, du jour au lendemain, on s'est retrouvés quasiment tous en télétravail, à avoir d'utiliser les outils, les différents outils numériques. Donc ça a été très positif en termes de transformation digitale. Mais il faut bien voir qu'à côté, le fait d'avoir cette transformation digitale qui s'est accélérée par la force des choses, il peut avoir une exposition à la surface d'attaque qui a augmenté. C'est-à-dire que moi, j'ai vu certaines entreprises se retrouver rapidement à ouvrir des VPN, à se dire j'ai besoin de tel ou tel fournisseur qui a besoin d'accès à mon système d'information. Et bien entendu, ça a pu créer des brèches parce qu'il fallait bien continuer à faire fonctionner le business et pouvoir gagner en termes de business. Mais parfois, en termes de sécurité, ça a pu ouvrir certaines failles de sécurité dont on le voit des nouveaux besoins en termes de protection des informations et en termes de résilience et des nouveaux vecteurs d'attaque et des choses qu'on n'avait pas imaginées. On l'a vu également sur l'année qui vient de s'écouler. Il y a eu beaucoup des nouvelles, on va dire, les attaquants ont profité de la crise sanitaire
en termes de menaces, en termes d'incidents de sécurité, pour utiliser, on va dire, sous la crise, d'utiliser, faire penser qu'il y a des faux vaccins, d'utiliser des faux mails de phishing, tout en lien avec l'actualité. Et vu que tout le monde était en télétravail, il n'y avait pas forcément toutes les bonnes mesures de sensibilisation qui étaient mises en place au niveau des différentes équipes. Donc, voilà un contexte clairement propice à l'accélération de la crise par rapport à la crise sanitaire. Ensuite, si on en vient sur le risque cyber, ce que je dirais, le risque cyber, c'est un peu quand même l'angle mort. C'est quand même l'angle mort sur la gestion des tiers. Donc là, j'ai repris quelques chiffres que j'ai trouvé intéressants d'une étude. Alors, Blue Voyant, pour ceux qui connaissent, c'est un pure player en cyber. Ils ont réalisé une étude auprès de 1500 responsables sécurité des systèmes d'information en fin d'année dernière. Donc voilà, c'est une étude qui est assez récente et on se retrouve quand même avec des chiffres qui sont assez édifiants. Le premier chiffre, c'est que les grandes organisations, dans une grande organisation, ça peut être un grand du CAC 40 en France, dans ces grandes organisations, elles ont en moyenne plus de 1000 fournisseurs à gérer dans leur écosystème. Donc on se retrouve avec des fournisseurs IT, des fournisseurs métiers, des prestataires. Donc on se retrouve avec, comme l'a expliqué Michael, maintenant avec une entreprise qui est vraiment de plus en plus ouverte avec beaucoup de fournisseurs à gérer. Et vous imaginez bien que de gérer 1000 fournisseurs dans son écosystème, ce n'est pas forcément évident et surtout à connaître leur niveau de maturité. Le deuxième chiffre qui est important, c'est que les responsables sécurité, ils considèrent, alors plus de 3/4, à 77%, ils ont une visibilité limitée auprès de leurs fournisseurs tiers. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas forcément leur niveau de sécurité, leur niveau de protection des données. Ensuite, il y a 2,7, c'est le nombre moyen de violations subies au cours des 12 derniers mois. Alors, quand on parle de violations de données, ça peut être des pertes de données, ça peut être atteinte à l'intégrité des données, mais ça veut dire que quand même, sur chaque fournisseur, 2,7, c'est un nombre assez important. Et également, il y en a 80% qui ont subi une violation liée à un tiers au cours des 12 derniers mois. Alors, quand on dit 80%, c'est des violations. Donc, parfois, il n'y a pas eu un risque très grave pour l'organisation, mais ça veut quand même dire que une majorité des violations proviennent également des tiers. Alors, si on prend également, je vous donne quelques chiffres, ces risques cyber liés aux tiers. Alors, il y a quasiment tous les jours une nouvelle fuite d'informations qui est où la presse s'empare dans l'actualité. Sur la gauche du slide, vous voyez en fait, il y a un site. Alors vous pouvez directement, le site il est mis à jour de manière quotidienne, qui décrit en fait les plus grosses fuites d'informations données. Donc on l'a entendu il y a quelques temps, notamment il y a eu Facebook. Il y a eu un nombre important de fuites d'informations. Voilà, un demi-milliard de données qui ont été sorties sur le dark web et notamment avec des informations personnelles et des numéros de téléphone. Et également, on voit que sur les tiers, sur les fournisseurs, il y a eu il y a quelques temps, c'était fin d'année dernière, la cyberattaque chez Soprasteria, avec un impact sur le chiffre d'affaires compris entre 40 et 50 millions d'euros. Voilà ce qui a été annoncé dans la presse. Donc ça, c'est une attaque assez récente vis-à-vis d'un fournisseur. Il s'avérait que notamment Soprasteria opérait des prestations informatiques pour différents clients, et également des prestations de type Security Operations Center. Donc tout ça a été mis pendant la cyberattaque. Il y a eu un impact opérationnel, notamment vis-à-vis des clients de Soprasteria. Il y avait eu aussi il y avait une série d'attaques sur plusieurs fournisseurs du groupe Airbus. Donc là, c'était
C'était notamment en 2019. Et en fait, les attaquants, ils se disent, je préfère cibler un fournisseur d'une grande entreprise pour en faire une porte dérobée et pour une intrusion dans les systèmes d'information. C'est souvent plus simple de passer par un tiers, par un fournisseur, que directement attaquer, on va dire, le château fort, attaquer directement la grande entreprise. Donc ça a été utilisé pour plusieurs grandes organisations. Il y avait eu Marriott, ça date un peu, c'est un peu plus ancien. Marriott qui avait eu également une fuite d'informations, j'allais dire, importante par rapport à ses clients là-dessus. Donc on se retrouve régulièrement des fournisseurs ou des tiers qui sont ciblés par rapport à des cyberattaques pour rebondir dans le système d'information côté client ou directement exfiltrer de la donnée. Ensuite, ce que je vous propose, et c'est Alexis qui va nous décrire notamment ce qui s'est passé avec SolarWinds. Alors SolarWinds, on peut considérer que c'est la plus grande cyberattaque de l'histoire, voilà, qui a eu lieu ces dernières semaines. Bonjour à tous. Merci Bertrand de me faire cette petite passe en profondeur. Alors déjà, avant toute chose, quand on parle de risque au tiers en cybersécurité, la meilleure représentation de ce risque-là, c'est une attaque par supply chain. Donc c'est vraiment la contextualisation de ce risque. Alors une attaque par supply chain, c'est une attaque qui consiste tout simplement à insérer des modifications malveillantes dans un logiciel avant qu'il soit déployé. Donc l'objectif des hackers, il est simple, hein, c'est faire valider le code malveillant par l'éditeur de logiciel de manière purement légitime et ensuite à diffuser ce code malveillant par l'éditeur lui-même qui diffusera donc cette version du logiciel à tous ses clients. Donc la supply chain attack, c'est vraiment une méthode très très puissante qui s'appuie sur la relation de confiance, évidemment, qui existe entre l'organisme qui est touché et ses clients. Et le but, c'est de toucher un large nombre de victimes dans la plus grande discrétion. Concernant l'attaque par SolarWinds, c'est l'attaque qui, comme le disait Bertrand, est considérée comme la plus grande et la plus sophistiquée que le monde ait jamais connue. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le président de Microsoft, tout simplement. Dans notre cas, on a plusieurs objectifs qui semblent être visés par les attaquants. Donc, on a la stratégie qu'on appelle du pied dans la porte, dont le principe est tout simplement de garder un accès au système d'information sensible pour pouvoir derrière mener des actions à diverses échelles de temps. Donc là, on a un objectif qu'on appelle de persistance dans les systèmes d'information ciblés. Et on peut, par exemple, penser qu'en cas de conflit ou d'autres événements géopolitiques, on activerait ces accès. Et le deuxième objectif, c'est l'extorsion d'informations. Donc là, c'est l'extorsion d'informations sensibles dans notre cas pour du renseignement. Alors, cette attaque-là, elle a concerné l'entreprise SolarWinds qui a développé un logiciel de gestion de parc IT et aussi de surveillance réseau qui s'appelle SolarWinds Orion. Et ce logiciel-là, c'est vraiment un élément clé des opérations IT qu'on voit quasiment jamais en tant qu'utilisateur. C'est très masqué à l'intérieur du système d'information. Et en gros, des programmes comme Orion, ils permettent aux services informatiques d'avoir une vue d'ensemble à 360 degrés et sur un seul écran de tout le parc IT et de vérifier la totalité de leur réseau. Donc, ça va du serveur au pare-feu ou même une imprimante qui se déconnecte, par exemple. Donc, de par sa nature même, le logiciel, il touche vraiment à tout et c'est vraiment la clé de voûte de l'infrastructure IT. Et c'est pour ça que cibler ce logiciel-là, c'est vraiment, entre guillemets, un coup de génie parce qu'on a une porte ouverte vers toute l'infrastructure et on peut ensuite faire des mouvements latéraux de service en service et organiser la persistance et voilà, et avoir vraiment la main mise sur tout le système d'information.
Donc SolarWinds, c'est une vague d'attaque qui a démarré il y a très longtemps, en septembre 2019. Donc elle a démarré on l'a rendue publique en septembre ou octobre 2020 par la révélation de l'attaque de FireEye, donc qui a eu lieu c'était en décembre 2020. La manière dont l'attaque elle a été révélée, c'est assez drôle. Parce qu'en fait, c'est une notification d'accès d'un administrateur par multifactor authentication. Donc, la multifactor authentication, c'est quand, par exemple, vous vous connectez et qu'on vous demande une deuxième source d'authentification en plus du mot de passe. C'est donc quelque chose, ça peut être par exemple avec votre smartphone. Dans ce cas-là, c'était un smartphone. Et en fait, les responsables de la sécurité de FireEye, ils se sont rendus compte qu'il y avait 2 accès qui avaient été donnés en même temps par MFA, donc ça veut dire qu'il y a 2 terminaux qui ont été sollicités dans l'identification. Ils ont appelé la personne en question, la personne a dit qu'elle avait enregistré qu'un seul téléphone, et donc ce qui a abouti à la révélation de l'attaque et à plus d'investigation. Au passage, les attaquants, ils se sont évidemment fait passer pour des employés de FireEye. Ils ont volé des outils exclusifs de l'entreprise pour tester les défenses des clients et récupérer des rapports de renseignements sur les cybermenaces, entre autres. Donc ça, c'est vraiment l'exemple le plus parfait d'attaque par supply chain, avec donc le tiers, en l'occurrence ici, qui est SolarWinds, et les cibles qui sont Microsoft, Cisco, des administrations américaines, etc. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les attaquants, donc dans la structure de l'attaque, c'est que les attaquants ils se sont introduits dans l'entreprise SolarWinds, donc vraisemblablement par le biais d'un piratage de compte Office 365. Ensuite, ils ont fait des mouvements latéraux sur des environnements cloud propres à l'entreprise. Et ensuite, ils ont fait ce qu'on appelle de la falsification de jetons d'authentification sur des comptes privilégiés pour se faire passer pour des administrateurs de l'entreprise, ce qui leur a permis d'avoir accès au process de développement du logiciel en question dont on parlait précédemment. Donc, ils se sont introduits dans ce process de développement. Ils ont ajouté du code malveillant au sein du processus, ce qu'on appelle un processus de build. Donc, c'est un processus qui fait passer du code du format lisible par le développeur et donc, du code en développement vers un format déployable, donc ça veut dire un format exécutable. Et donc, cette modification et cette injection de code malveillant, elle s'est faite vraiment au dernier moment de ce build, et c'est ça qui est très intéressant, c'est-à-dire au moment où on a juste avant qu'on ait ce qu'on appelle le Digital Factory Seal, donc juste avant la signature numérique du code, qui permet donc de rendre ce code légitime. Et c'est là où c'est vraiment, vraiment très intéressant, c'est que par le fait qu'on arrive à une injection de code vraiment au dernier moment, on a cette légitimité qui est donnée au code malveillant. C'est ça qui est extrêmement, extrêmement important ici. Et donc, derrière, cette méthode, elle a permis de masquer évidemment l'attaque et ensuite d'insérer ce qu'on appelle une porte dérobée, donc une backdoor logique qui s'appelle Sunburst, qu'on a appelé Sunburst. Et ensuite, la nouvelle version, elle a été distribuée à tous les clients de SolarWinds, donc à peu près 18 000 clients, via une plateforme automatique qui est utilisée pour pousser les nouvelles mises à jour logicielles. Et ensuite, alors, ce qui se passe, c'est que cette fameuse backdoor, elle est active. Donc, elle se charge ensuite via cette backdoor-là. L'attaquant, il peut se réintroduire à chaque itération de la version de logiciel distribué, et donc chez chaque client. Et il peut inspecter l'environnement pour détecter qu'il se trouve bien à l'intérieur d'un environnement d'entreprise. Donc ça, c'est super intéressant aussi. Donc ça, c'est assez utile pour l'attaquant parce qu'on a des stratégies d'entreprise qui sont de placer ce qu'on appelle des honeypots, donc des pots de miel, pour attirer justement les attaquants et que les attaquants soient plus intéressés par ce fameux pot de miel que par le réseau d'entreprise. Donc, c'est des mesures de mitigation. Et donc là, la backdoor, elle se charge vraiment d'inspecter l'environnement pour détecter qu'elle se trouve bien sur un réseau d'entreprise et pas sur une machine isolée et pas sur un pot de miel. Et ensuite, on a l'introduction d'un second malware qui s'appelle Teardrop. Et là, Teardrop, c'est une DDL, donc une librairie de liens dynamiques qui est, elle, donc, distribuée via la backdoor Sunburst dont j'ai parlé au début. Et ici, c'est ce qu'on appelle de la process injection, et où on va, grâce à ce teardrop, on va collecter les informations de la victime,
on va se connecter à ce qu'on appelle un serveur C2 qui est détenu par l'attaquant, donc qui est un serveur de commande et contrôle. Et donc, via un mécanisme de commande, on va venir extraire de l'information. On peut aussi faire plein d'autres choses, comme effectuer du vol de credentials d'administrateurs, effectuer des mouvements latéraux ou de l'escalade de privilèges. Donc, on a vraiment une très, très grande complexité au niveau du scénario d'attaque, ce qui est extrêmement intéressant. Et aussi, ce qui est pertinent de souligner, c'est les contraintes en termes de design au niveau de cette attaque-là, ce qui a potentiellement pu réduire le nombre d'entreprises impactées. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait 18 clients qui avaient potentiellement été impactés. In fine, si on considère qu'il y a il y a deux contraintes principales sur le mécanisme d'attaque, qui est que, premièrement, les victimes ont dû télécharger la mise à jour contaminée et ensuite la déployer. Et deuxièmement, il faut que les victimes soient connectées à Internet pour que les pirates puissent communiquer avec les fameux serveurs de commande et contrôle dont je parlais tout à l'heure. Ça réduit fortement le nombre d'attaquants, d'entreprises ciblées. Et du coup, d'après Microsoft, on serait plus proche de 100 entreprises à l'heure actuelle qui auraient été victimes de l'attaque et qui auraient eu vraiment un vrai impact. Donc les acteurs, ce qui a pu aussi limiter l'impact client, c'est que les acteurs de la menace, ils ont ciblé que les organisations qui considéraient comme de grandes valeurs. Si certains de ces clients peuvent avoir reçu la version malicieuse, on ne sait pas s'ils ont été activement ciblés sur cette attaque-là. Et donc, on a des administrations américaines qui ont été touchées. On peut citer l'administration du nucléaire américaine, on peut citer le Trésor américain, et on a aussi de grandes entreprises, comme je le disais avant, donc FireEye, Cisco et Microsoft aussi. Et donc, en regardant tous ces éléments, en regardant la complexité, en regardant les ressources techniques et les ressources humaines qui ont pu être mobilisées, on peut considérer que c'est une attaque étatique, et c'est pour ça qu'elle a été très vite attribuée à la Russie. Et donc, selon le président de Microsoft, on a une étude qui montre que le code qui se cache derrière le hack de SolarWinds, c'est à peu près le travail d'1 millier de développeurs ou plus, et que le cœur de la faille comprendrait 4032 lignes de code approximativement. Donc, c'est pas forcément énorme, 4000 lignes de code, mais c'est pour donner juste le cœur de la faille. C'est pour donner un peu l'étendue de la complexité de la chose. Là, on parle juste vraiment du cœur même. Et pour un cœur de faille, c'est quand même assez énorme. Donc, en plus de ça, cette faille-là, cette attaque, elle a mobilisé donc, des ressources sur une très longue période, donc avec une première intrusion qui a eu lieu en septembre 2019 chez SolarWinds. Et cette première intrusion, elle a vraiment constitué en une proof of concept de l'attaque. C'est-à-dire que c'est vraiment un morceau insignifiant de code qui a été modifié. Et le but pour l'attaquant, c'était de voir si il était possible de modifier ce fameux code de logiciel qui serait ensuite signé de manière légitime par l'entreprise et scellé par SolarWinds, et de le publier, et puis ensuite de voir si dans les versions distribuées entre septembre et décembre, il allait voir cette petite modification de code qui prouverait que l'attaque est possible et qu'on pouvait modifier ce code et installer cette fameuse backdoor. Donc, comme je disais, l'attaque a été rapidement attribuée par le gouvernement Trump à la Russie, et plus précisément à un APT, un groupe APT, donc Advanced Persistent Threats, qui s'appelle APT-29 et qui est très fortement lié au service de renseignement russe qui s'appelle le SVR. Et on a pu l'attribuer parce qu'il y avait de très grandes similitudes avec des modes opératoires qui avaient déjà été utilisés en Ukraine en 2016 lors d'attaques similaires ou durant des épisodes comme NotPetya, par exemple. Et en réponse, alors c'est tout frais, ça date de jeudi dernier, l'administration Biden a annoncé des nouvelles sanctions contre la Russie, à savoir des sanctions économiques contre 6 entreprises russes qui avaient participé dans le hack, et 10 personnalités de l'administration russe sur le sol américain. Voilà pour l'attaque de SolarWinds, Bertrand. Je te repasse la parole.
Merci Alexis. Passionnant cette attaque qu'on considère une des plus grosses cyberattaques de l'histoire à ce jour. Et effectivement, là, pour revenir sur notre sujet, ça touche directement un fournisseur sur un logiciel informatique. Alors après, ce qu'on a prévu de vous faire, c'est une série de bonnes pratiques, de retours d'expérience, de missions qu'on a pu mener. Alors la question maintenant qu'on peut se poser, c'est comment mettre en place un programme de la gestion des risques liés aux tiers. Donc ça, c'est un retour d'expérience d'un client dans le domaine bancaire. Voilà, dans le domaine bancaire, il avait 3 objectifs. Ce client, il devait répondre aux objectifs d'un programme cybersécurité groupe, et notamment, c'était d'atteindre un niveau 3 sur la matrice NIST pour tous les contrats de fournisseurs IT. Le deuxième objectif, c'était d'adapter les processus du groupe pour une gestion des risques opérationnels. Et le troisième objectif, c'était de disposer d'outils nécessaires à la mise en place du programme TPRM, Third Party Risk Management. Donc là, on s'est retrouvé en face d'un périmètre avec plus de 500 contrats fournisseurs. C'est vrai que dans les organisations, on peut se retrouver notamment avec la direction des achats qui pilote un certain nombre de contrats fournisseurs. Et en face de chacun de ces contrats fournisseurs, on a des contract managers qui sont en charge de suivre le contrat et la bonne gestion de ce fournisseur. Donc nous, c'est une mission qui a duré plus de 18 mois. Bien entendu, pour commencer à faire de la gestion des risques liés aux tiers, il faut commencer à les inventorier, c'est-à-dire repartir de listes. Alors souvent, c'est les directions des achats qui ont un certain nombre de listes fournisseurs. Une fois qu'on les a inventoriés, c'est d'évaluer leur niveau de conformité. C'est-à-dire, est-ce que sur chacun des contrats fournisseurs, est-ce qu'il y a des clauses de sécurité qui ont été signées Est-ce qu'on a les bonnes clauses de sécurité? Et notamment, on a pu vérifier, il n'y avait pas toujours les clauses, notamment sur les aspects RGPD. Une fois qu'on a fait ce travail d'inventaire et de contrôle, ça a été le gros des travaux, ça a été de mettre en place une gouvernance TPRM, notamment mettre sous contrôle par des indicateurs cette liste de fournisseurs pour monitorer l'ensemble des activités liées aux tiers. Ensuite, notamment, une bonne pratique, c'est d'établir des guides, notamment des guides de sécurité, des guides de contrats fournisseurs, également des plans assurance sécurité pour faire en sorte que chaque fournisseur ait bien mis en place les différentes mesures de sécurité. Également, dans l'approche, un point qui a été important dans cette mission, ça a été de former et d'accompagner les différentes parties prenantes, parce qu'on se retrouve en face souvent de contract managers qui se retrouvent à piloter un contrat, mais qui n'ont pas connaissance de l'ensemble des risques cyber liés aux fournisseurs. Donc là, il y a eu beaucoup de travaux d'acculturation pour mieux gérer les risques cyber sur les différents fournisseurs. Donc ça, c'est un retour d'expérience. Voilà pour vous donner en termes d'indicateurs, pour 500 contrats fournisseurs, pour la mise en place de monitoring pour 500 contrats fournisseurs IT, ça a pris quasiment plus d'un an de les inventorier et de s'assurer qu'ils étaient bien au bon niveau de sécurité. Également dans les bonnes pratiques, donc là c'est un focus qu'on a fait pour un autre client, ça a été d'évaluer la criticité de l'ensemble des parties prenantes d'un différent client. Donc on a utilisé pour ceux qui connaissent la méthode EBIO-CRM. Alors c'est la méthode qui est recommandée par la NSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Donc comme vous voyez à l'écran, en fait, on prend chaque partie prenante d'une société et sur ces différents acteurs,
on les passe au tamis selon quatre critères, pardon, des critères au niveau de l'exposition. Donc, on regarde, par exemple, si je prends la dernière ligne du graphique, par exemple, un prestataire informatique, on regarde sa dépendance. Quelle est la relation avec la partie, est-ce que ce prestataire informatique, est-ce qu'il est vital pour mon activité? Et là, on le classe d'un niveau de 1 à 4. Ensuite, le deuxième critère, c'est toujours sur l'exposition, c'est le critère sur la pénétration. Dans quelle mesure cette partie prenante accède-t-elle à mes ressources internes? Donc, on remarque qu'il y a des prestataires informatiques pour lesquels on fait directement le outsourcing ou du développement, qui peuvent avoir des accès directement au système d'information de l'organisation. Donc là, dans l'exemple que je vous dis, on était pareil à un niveau 3, donc à dire avec d'ailleurs ce prestataire informatique avait accès au système d'information de l'entreprise. Et c'est la maturité cyber et la confiance. Donc là, pareil, on évalue d'un niveau de 1 à 4, ce qui permet derrière, pour chacun des prestataires ou des parties prenantes, on évalue un niveau de menace qui est la combinaison de, je veux dire, c'est une formule mathématique, c'est la dépendance fois la pénétration divisée par le niveau de maturité et la confiance. Et là, ça permet de classer ces différents fournisseurs au sein de son organisation. Donc, ce qui permet derrière d'évaluer leur niveau de risque et justement de s'attacher justement dans les fournisseurs qu'on souhaite mettre sous contrôle pour l'exposition au risque cyber, d'aller tout de suite sur les fournisseurs les plus critiques, ce qui permet derrière de hiérarchiser les efforts et tout de suite, j'allais dire, appuyer sur les fournisseurs sur lesquels qui exposent le plus l'organisation en termes de risque cyber. Donc ça, c'est une méthode qu'on a utilisée, voilà, qui s'appuie sur la méthode EBIO-CRM, qui peut être une bonne pratique pour évaluer la criticité des différents fournisseurs. Ensuite également, le retour d'expérience qu'on a, c'est que pour chaque fournisseur, d'évaluer le niveau de maturité. Donc en cybersécurité, il existe plusieurs cadres de différence. Notamment, il y a l'ISO 27002 qui est un guide de bonne pratique en sécurité. Également, nous, celui qu'on a pu utiliser assez récemment, c'est le questionnaire NIST. Alors, le questionnaire NIST, il est basé sur cinq domaines qui sont identifiés, protéger, détecter, répondre et réagir. Donc, on évalue ensuite sur ces différentes capacités, sur ces 5 capacités par rapport à des questionnaires, on évalue le niveau de maturité et par rapport à un fournisseur, en fait, ce qu'il faut arriver pour évaluer votre niveau de maturité par rapport à un fournisseur, il faut être, je veux dire, à un niveau de mature sur les 5 axes. Il faut être aussi bon dans l'aspect identification, la protection, la détection et également la réponse et le rétablissement en cas d'attaque. Et on peut considérer qu'un fournisseur ait un bon niveau de maturité de sécurité si, voilà, à partir d'un niveau, alors là, vous voyez sur l'exemple, on a noté, on a un niveau de 3,2 sur une échelle de 1 à 5, sachant que quand on est à un niveau entre 3 et 4, on commence à être quand même dans un bon niveau de maturité sécurité par rapport à un fournisseur. Et généralement, ce niveau de maturité, derrière, ça permet de contractualiser avec le fournisseur et de revoir son plan assurance sécurité. Ce qui reste des bonnes pratiques. Donc, tout ça, voilà. Donc, on conseille quand même d'utiliser le questionnaire NIST. Alors, l'avantage du questionnaire NIST, c'est directement des questionnaires qui sont mis à jour, qui sont en ligne, qui sont en open source et qui peuvent être utilisés pour le niveau de maturité d'un fournisseur. Également, je vais passer la main à Benoît. Benoît, pour que tu nous fasses un retour d'expérience voilà, d'une mission que tu as vécue sur un plan de réponse suite à un incident d'un fournisseur IT.
Oui, merci, merci Bertrand. Bonsoir à vous tous. Eh bien, un retour d'expérience en fait vécu avec un fournisseur. Tout simplement, on était en partenariat avec un client. Ce client nous appelle suite à un incident qu'il détecte. Cet incident, pour vous remettre dans un contexte, c'est tout simplement la mise en application d'un module électronique qui doit faire la jonction avec un logiciel plus une source GPS. Et donc, ce capteur avait l'objectif tout simplement de pouvoir faire coordonner le logiciel avec la source GPS. Notre client donc fait appel à nous et donc nous signale en fait un incident puisque ce capteur, au lieu de donner une précision à 1 mètre, à plus ou moins 1 mètre, donne une précision à plus ou moins 400 mètres. Donc on peut vite imaginer les incidents que ça peut répercuter sur l'avenir du projet. Et donc on est arrivé en équipe d'intervention, si je peux la dénommer ainsi. L'équipe d'intervention, on a eu tout simplement la gestion organisationnelle. Donc je vais vous décrire sur cette slide et ensuite je vous donnerai les mesures techniques qui ont été en parallèle prises en compte et menées. Sur ces mesures organisationnelles, eh bien, tout de suite, il y a eu une révision de l'analyse de risque parce que comme l'a expliqué en fait Bertrand juste avant, Alexis et puis Mickaël, quand on prend en fait des gestions dans nos projets avec des tiers, on fait des analyses de risque et sur nos analyses de risque, justement, on donne des sources de confiance, on met une confiance, comme vous l'avez expliqué Bertrand juste avant, donnée par ce fameux chiffre. Et donc, plus il est élevé, moins on fait confiance, on va dire on fait confiance. Moins il est élevé, plus on a confiance en ce partenaire. Et pour ce cadre-là, de cet incident que je vous présente, c'était un partenaire de confiance voilà, moyen, pour lequel il y avait une connaissance, mais il y avait quand même eu cette grosse analyse de risque qui était menée. Donc, ce que l'on a fait tout de suite, c'est une révision suite à ce qui s'est passé. On a mis une équipe pour faire la révision de l'analyse de risque, ce qui nous a permis de dérouler des nouveaux scénarios stratégiques, de dérouler de nouveaux scénarios opérationnels par rapport à ce que l'on avait vécu. Donc, on a pris l'ancien, on a adapté avec la source qui nous était arrivée et on l'a adapté avec les nouveaux environnements, ce qui nous a donné en fait une nouvelle analyse de risque. Suite à ça, on en a élaboré une nouvelle stratégie et de remédiation des risques en mesure et on a découlé bien sûr un plan d'action du traitement des risques pour se mettre en ordre de bataille. En parallèle de l'analyse de risque, on ne s'est pas cantonné à l'analyse de risque. Il y a une autre équipe qui s'est attaquée à la révision de la politique de sécurité des systèmes d'information et qui a mené aussi un audit organisationnel. Alors, dans l'audit organisationnel, on a repris les politiques de sauvegarde, on a repris les plans de continuité d'activité, comme vous l'avez expliqué mes camarades juste avant. On a repris les plans de sauvegarde, les plans de mise à jour. On a regardé en fait les interconnexions, on a fait de l'audit, on va dire au sens large, et on a baladé un petit peu notre lampe torche dans tous les spectres organisationnels pour voir et pour améliorer en fait tous les processus. Ce qui a mené à une vérification bien sûr de la gestion des sous-traitants. On a couplé ça à la gestion des habilitations, savoir à quel niveau on avait habilité nos tiers et l'ensemble de nos tiers, et la mise à jour et la gestion des droits d'accès au projet pour justement restreindre en fait ces répercussions au sein de notre projet. Une fois qu'on a eu couplé tous ces éléments, on a pu remettre en route et donner de l'assurance à notre projet et à lui donner une meilleure confiance organisationnelle. Bien sûr, en parallèle de ça, en parallèle de ces mesures organisationnelles, on a fait des mesures techniques. Donc, je te laisse passer sur la slide suivante, Bertrand.
Et sur ces mesures techniques, on a eu 3 équipes. Alors, une équipe qui a fait de l'audit type boîte blanche. Donc là, en partenariat avec les équipes projet plus le prestataire de tiers qui devait nous fournir le composant. On a tout simplement collaboré, fait de la recherche active, aussi bien sur l'applicatif, aussi bien sur les réseaux que sur les systèmes, pour découvrir et pour avoir un meilleur spectre de restitution et de faits techniques qui ont pu en restituer. Avant même d'avoir la restitution, à la fin des audits, on a lancé des pentests qui se sont avérés importants et nécessaires, aussi bien sur le côté applicatif, au côté réseau et côté système, ce qui nous a permis d'avoir des restitutions plus fines et de les faire coupler à nos audits type boîte blanche, donc en mode de découverte avec les équipes d'administration. Et donc tout ça, on a eu une semaine pour l'audit type boîte blanche. On a mené une semaine de pentest vraiment investigation sur les systèmes réseau et applicatifs. Et ensuite, on a mis en application les recommandations issues des audits et des pentests. Donc ça, sur 15 jours. Donc au total, cette phase-là nous a pris 1 mois, plus la partie organisationnelle qui nous avait pris 3 semaines complètes. Donc la gestion en fait, de l'incident, du moment où on a pris en compte l'incident, au moment où on a fait une remise dans les process du projet, on a pris 1 mois pour remettre à plat toutes les mesures techniques et organisationnelles et redonner de la confiance à plus haut niveau dans notre projet et bien sûr assurer à notre projet une bonne correspondance avec les tiers. Voilà pour ce retour d'expérience. Je te rends la main, Bertrand. Merci Benoît. Merci Benoît. Ce que je retiens, et bravo pour le travail réalisé, 1 mois pour remettre, j'allais dire par rapport à un incident fournisseur, travailler sur l'aspect organisationnel et l'organisation IT. J'imagine que voilà, il y a eu beaucoup de travail qui a été effectué, mais voilà, ça vous permet, ça peut donner, voilà, pour ceux qui nous écoutent là ce soir, différentes bonnes pratiques à mettre en place là-dessus. On arrive à la fin du webinaire. Ce qu'il faut retenir, hein, ce qu'on souhaitait partager avec vous ce soir, hein, les 3 piliers pour une meilleure maîtrise des risques liés aux tiers. 1, il faut déjà définir une stratégie cyber par rapport à sa gestion des risques de tiers. Donc ça passe notamment par la rédaction de différents documents, comme une politique de gestion des tiers, un cadre de référence qui définit notamment certaines exigences de sécurité pour adapter les différentes politiques de sécurité. Également, c'est de créer un vrai programme, alors ce qu'on a appelé, là c'est TPRM, mais vraiment au sens cyber, pour apprécier et gérer les risques par rapport aux tiers. Une fois qu'on a défini ce premier pilier, bien entendu, il faut travailler sur l'adaptation, l'évaluation des risques aux tiers, notamment établir un inventaire, c'est-à-dire cartographier l'ensemble de ces risques, de ces services liés aux tiers. Également, pour chacun des tiers, évaluer le niveau de risque, parce que ce n'est pas la même chose un tiers sur lequel vous confiez l'ensemble de votre outsourcing informatique qu'un tiers utilisé pour du conseil, pour du consulting. Donc, il y a bien un travail d'évaluation des risques, ce qui vous permettra de déterminer, je veux dire, les différentes priorités par rapport aux différents tiers sur lesquels on a organisé. Et bien entendu, une fois qu'on a cet inventaire, cette évaluation des risques, c'est travailler l'aspect technique, notamment pour chacun des tiers, bien entendu, mettre en place la sécurité, notamment la sécurisation des API, le filtrage, mise en place également de VPN pour s'assurer que chacun des tiers il est bien raccordé à le bon niveau de sécurité. Également, ce qu'on voit là, moi je le vois de plus en plus par rapport à différents clients, c'est que dans l'approche de surveillance des tiers,
ne pas hésiter à utiliser le bienfait de la technologie, notamment tout ce qui est machine learning, utiliser l'intelligence artificielle pour surveiller les risques liés aux tiers. Donc maintenant, il y a certaines technologies ou certains outils qui permettent, de manière quasiment en temps réel, de pouvoir scruter le dark web, de pouvoir regarder ce qui se passe en termes de fuite d'informations et d'arriver à mieux comprendre les différentes menaces. Donc, on va de plus en plus maintenant sur les tiers, sur un monitoring quasiment en temps réel des différents tiers. Voilà, c'est ce qu'il fallait retenir ce soir par rapport aux piliers sur la différente maîtrise des risques cyber. Je pense qu'on peut passer au jeu de questions-réponses. Moi, là, je voulais en profiter pour remercier Mickaël, Benoît et Alexis pour leur contribution dans cette présentation qu'on a co-construit ensemble ces derniers jours. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, que vous souhaitez poser. Bonsoir, Monsieur Bertrand. Je suis Oui, bonsoir. La coordinatrice du Club Risque. C'est moi qui va clôturer cette intervention ce soir. Je vous remercie sur l'intervention au niveau de ce sujet d'actualité qui est au cœur depuis la crise sanitaire. Du coup, on a eu pas mal de questions. Je commence, je cite. Il y a la première question de Émilie Derriot. Selon vous, les PCA mis en place dans les entreprises ont-elles été suffisantes pour parer contre la crise sanitaire? Je vais prendre la question. Alors, pour l'instant, au niveau des organisations, par rapport à la crise sanitaire, effectivement, ils avaient établi des plans de continuité, d'activité de manière souvent assez générale. Et ce que j'ai pu voir dans les organisations, c'est que le risque cyber, avec des scénarios des risques cyber, ça n'a pas été fait de manière complètement spécifique. Donc, en fait, le reste du travail, pour moi, c'est d'arriver par rapport au plan de continuité d'activité actuel, d'arriver à faire des choses plus concrètes par rapport aux spécificités du risque cyber. Donc, pour répondre à la question, oui, il y a des choses déjà qui sont en place et c'est une très bonne chose. Et c'est d'aller plus loin sur le risque cyber. D'accord. La deuxième question est de Marion Levin. Comment les entreprises ont évolué sur cette année en matière de sensibilisation cyber suite à la crise sanitaire? Quelles sont les stratégies mises en place? Merci pour la question. C'est une excellente question. Après, en termes de sensibilisation, oui, on l'a vu par rapport à cette crise sanitaire. Il y a toujours un manque de formation, de sensibilisation auprès des collaborateurs. Après, cette crise sanitaire, ça a été aussi en termes une opportunité pour revoir la stratégie, pour faire des sensibilisations. Moi, j'ai vu beaucoup de choses faites, notamment avec des outils de type Teams, de type Klaxoon, qui ont pu, faire la sensibilisation de manière très didactique pour pouvoir, changer un peu les moyens. Alors, bien entendu, depuis un an, on ne fait plus de formation cybersécurité en présentiel. C'est que à distance. Donc, il faut maintenant, dans les messages qui ont été passés, le faire de manière bien sûr digitale et de manière beaucoup plus didactique. D'accord. La troisième question est celle de Jean-Jacques Urbain Galindo. Je cite, « L'extension des architectures des SI étendues fondées sur TCP/IP qui n'a pas pris les sujets de sécurité et de confidentialité ne donne pas le signe d'une évolution vers RINA qui les prend en compte de John Day, soutenu par Louis Pouzin. » D'accord. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir… Vous pouvez répéter la fin de la question? Alors, depuis TCP/IP qui n'a pas pris les sujets de sécurité et de confidentialité ne donne pas le signe d'une évolution vers RINA, tout en majuscule, qui les prend en compte de John Day, soutenu par Louis Pouzin. Ouais, là-dessus. Alors, je ne sais pas si…
Alexis, tu veux prendre, je sais pas si, est-ce que tu as des éléments de réponse? Est-ce que je peux prendre la parole? Est-ce que vous m'entendez? Ah, bien sûr, on vous entend. Oui, en fait, la réflexion porte sur les faiblesses de TCP/IP qui ne traitent pas délibérément les questions de sécurité, de confidentialité et d'autres comme par exemple l'itinérance et la qualité de service. Et la proposition d'une nouvelle architecture qui s'appelle RINA, Recursive Internetware Architecture, proposée par John Day depuis 2008 et qui est soutenue par Louis Pouzin, le créateur, enfin, celui qui a mis en œuvre les datagrammes dans le projet Cyclade au début des années 70 en France, datagramme qui a été repris derrière par TCP/IP quand il a été développé au milieu des années 70. Donc, la question, c'est, un, est-ce que vous connaissez RINA? Et deux, est-ce que vous avez des idées, des améliorations que ça pourrait amener en termes d'architecture? Ouais. Alors, moi je n'ai pas forcément de retour d'expérience sur RINA là-dessus, donc je peux prendre la question et je vous répondrai offline. Après, ce que vous dites, c'est effectivement le protocole TCP/IP. Bien entendu, dès la conception, on sait qu'il y a des problèmes bien sûr de confidentialité, d'intégrité, et effectivement en termes de bande passante, mais je ne veux pas avoir plus d'informations là-dessus. D'accord. Et la question suivante est encore une fois de Monsieur Jean-Jacques Gauvin. Quelle est la situation à ce jour sur Exchange? Y a-t-il un site français qui en donne une vue synthétique claire? Alors ça, je peux prendre la question, Bertrand, si tu veux. Ouais, vas-y sur la faille Exchange. Et j'ai vu, bonjour, j'ai vu Michel, tu étais connecté, et effectivement, tu l'as très bien dit. Il y a bien côté Microsoft la faille sur Exchange qui a été assez importante. Je te laisse aller, Alexis. Ouais, alors la faille Exchange, ça fait un mois à peu près qu'elle un peu mobilise toute la sphère de la veille et qu'on la voit passer en veille. Nous, on fait du travail de veille chez OnePoint et on la voit passer. Et ce qui se passe, c'est que côté américain, alors il y a eu du mouvement. Il y a eu notamment, alors je crois que c'est le ministère de la Justice texan qui a ordonné certaines entreprises de mettre à jour leurs serveurs. Donc, pour rappel, la faille Exchange, c'est juste c'est pas juste, mais c'est une faille sur des serveurs Microsoft qui permet aux attaquants de prendre le contrôle et de faire un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, des backdoors et ensuite de récupérer de l'information ou de crypto-loquer, c'est-à-dire de bloquer des entreprises entières juste pour la faire très rapidement. Et donc, côté américain, ça patch et ça met en œuvre les correctifs qui ont été publiés par Microsoft. Côté français, on avait répertorié à peu près 100 adresses IP vulnérables fin mars ou mi-mars, je crois. Fin mars, c'était descendu à 25 à peu près. Et là, au dernier comptage, à peu près à la mi-avril, on n'était plus qu'à une quinzaine d'adresses IP. Donc, on n'a plus que 15% à peu près des adresses et des potentiels impacts au niveau de la France, des entreprises françaises qui ont cette fameuse dette technologique et qu'il va falloir régler au plus vite. Le problème, c'est que le gouvernement ne peut pas imposer du patch. Le gouvernement ne peut pas imposer aux entreprises de patcher. Les États-Unis, ça a été un peu un cas assez unique. Et les États-Unis n'ont pas imposé à toutes les entreprises ne se sont pas introduits sur les architectures des entreprises pour faire appliquer ces correctifs-là. Voilà. Et puis pour la source, moi je vous conseille, nous on utilise beaucoup ZDNet, on utilise beaucoup Zataz, qui est une source de veille assez intéressante. Et puis après, il y a des sources classiques comme par exemple, je l'ai dit, Zataz, ZDNet et le MagIT, par exemple. D'accord. La question suivante est celle de Julien Proto. Les tiers posent des risques, comme vous le dites. Comment faire pour choisir les fournisseurs en toute sécurité? Que vérifier?
L'analyse de risque, hein, ça reste quand même la meilleure méthode, hein, comme on l'a vu ce soir, hein, c'est d'identifier, c'est d'inventorier vos différents tiers. Et par rapport aux différents tiers, voilà, on propose, on l'a testé avec succès sur utiliser une méthode d'analyse de risque. Alors là, on a cité ce soir EBIOS RM, qui vous permettent derrière d'évaluer la criticité de vos fournisseurs et les différents scénarios de risque, hein, mais ça reste toujours l'analyse de risque, ça reste toujours la meilleure des méthodes, hein, pour les évaluer. Une autre question de Harry Bidolf. Quel est le suivi des heures de partie à faire en interne pour éviter les risques? Le suivi derrière, hein, c'est moi, je l'ai vu plusieurs reprises. Parfois, on s'arrête juste à la phase de contractualisation, c'est-à-dire qu'avec un fournisseur, on établit un contrat avec des différentes exigences de sécurité, on établit des plans assurance sécurité. Ça, c'est une condition nécessaire, mais absolument pas suffisante. C'est-à-dire que derrière, au fil du temps, il faut que le responsable du contrat il suive ces différentes exigences de sécurité et qu'il les suive, j'allais dire, de manière pas quotidienne, mais plusieurs fois par an, à chaque comité fournisseur, de s'assurer que ces exigences de sécurité, elles sont bien tenues dans le temps. Après, il y a toujours une méthode, je veux dire, qui est assez simple, hein, mais qui peut être un peu coûteuse, c'est régulièrement d'évaluer le niveau de maturité et d'évaluer le niveau de sécurité des tiers. On peut se retrouver du jour au lendemain un tiers qui n'était pas à risque et finalement le contexte de la prestation a changé. On s'est retrouvé par exemple avec ce tiers qui se retrouve raccordé au système d'information et là d'un seul coup le niveau d'exposition au risque qui devient nettement plus important. C'est vraiment de régulièrement mettre sous monitoring quasiment, si on peut en temps réel, ces différents tiers. D'accord. Il y a une question de Sonia. Vous faites un EBIOS sur chaque composant ou c'est global? Alexis, je vais te laisser prendre toi si tu es encore connecté. Je n'ai pas entendu la question, je suis désolé. Vous faites un EBIOS sur chaque composant ou c'est global? Sur chaque composant. Alors, c'est-à-dire, en fait, les BIOS-RM, c'est une méthodologie d'analyse de risque qui a été développée par l'ANSSI. Dans cette méthodologie-là, on peut l'appliquer dans divers buts, hein. Ça peut être de la certification de composants, comme une analyse plus globale et stratégique de la situation d'une entreprise. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure cette question ma réponse pourrait s'appliquer. Après, donc dans le cadre d'une analyse plus stratégique, on va faire cette évaluation de parties prenantes critiques, donc comme le disait Bertrand, sur chacune des parties prenantes qui ont été identifiées par les acteurs de l'analyse, c'est-à-dire par le RSSI de notre client. Dans le cas où on fait une analyse de risque pour un client, on va forcément faire un atelier de cadrage de cette analyse-là pour savoir quel est le périmètre de cette analyse et ensuite, du coup, quelles sont les parties prenantes critiques qui vont être impactées. À partir de ces parties prenantes critiques-là, on va monter ce qu'on appelle des scénarios d'attaque, donc des scénarios de menaces qui vont s'appuyer sur ces parties prenantes critiques, qui vont s'appuyer sur des assets aussi de l'infrastructure IT qu'on étudie. Du coup, on va pouvoir créer alors des parties prenantes élémentaires qui vont être reliées entre elles avec des actions élémentaires. Et avec ce petit cheminement-là, on part de notre attaquant et on va vers l'objectif visé de l'attaquant en passant par chacune des parties prenantes critiques. Et ça nous permet d'avoir une vue globale sur le scénario de menace et donc de régler, de proposer des mesures de mitigation associées. Vous avez répondu à ma question. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous entend. Bonjour, oui. Bonjour à tous. Bonjour. Et à toutes. Oui, vous avez répondu à la question parce que le principe des BIOS, c'est que c'est 5 ateliers où on prend déjà tout seul une entreprise et on analyse, comme vous avez dit, les risques, les possibilités. C'est pour ça que quand j'ai posé la question, c'est est-ce que vous rentriez en profondeur dans chaque sous-traitant, entre guillemets, ou fournisseur, quoi. Si on rentre en profondeur, c'est-à-dire dans l'infrastructure IT dans l'analyse EBIOS, c'est-à-dire un sous-traitant, vous regardez déjà ses sous-traitants à lui et derrière ses fournisseurs et tout.
Alors après, sur un sous-traitant en particulier, c'est là où il y a une analyse de cadrage à faire, savoir à quel niveau de profondeur on va. On va pas analyser le sous-traitant du sous-traitant du sous-traitant du sous-traitant, sinon on se retrouve avec une analyse en poupée russe et ça sera déjà beaucoup trop long à faire. Et il n'y aura pas vraiment disons que la portée qui est quand même ça perd son sens. Une analyse de risque a une portée aussi de vulgarisation de la menace cyber envers du C-level, de l'exécutive, envers des décideurs. Et donc, on perd un petit peu de son sens, en effet. On perd de la substance. Merci de la réponse. Je vous en prie. Et la dernière question, c'est toujours de Jean-Jacques Urbain. Et il dit que Microsoft, entre parenthèses Exchange, Office 365, est-il touché? Ça, je réponds encore, si tu veux, Bertrand. La réponse est non. Les services Office 365 et Microsoft 365 ne sont pas impactés. Voilà. D'accord. Ben, j'ai cité toutes les questions. Ben, merci à vous. Merci à OnePoint, à M. Elfre, à Benoît Lacour, à Alexis Bouin et Michael Bert pour votre intervention. Je clôture cette conférence. Je vous laisse le mot de la fin, M. Elfre. Oui, écoutez, je voulais vous remercier. Je vois qu'il y avait une 50 participants. Je voulais vous remercier ce soir voilà, pour votre participation et toutes ces questions. Je vois une question dans le chat. Alors, vous pourrez télécharger le support de la présentation, voilà, où il vous sera envoyé directement. Écoutez, oui, je vais me permettre de quelques éléments. Alors, non seulement, effectivement, on pourra vous envoyer le PowerPoint, hein, Bertrand, vous nous l'enverrez. Sachez également, pour tous ceux qui veulent revisionner en fait, cet échange, que ça a été filmé, enregistré, que vous pouvez le retrouver sur nos chaînes, donc AEGE TV, pour ceux qui veulent revoir un petit peu cet échange et puis regarder certains éléments. N'hésitez pas à aller sur nos réseaux sociaux, on publie systématiquement toutes nos conférences. Merci Yasmine pour le complément d'information. Et moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée à toutes et à tous. Et surtout, portez-vous bien là dans le temps de crise actuel. Et à bientôt. Merci. Voilà, merci beaucoup à tous. Merci aux intervenants. En espérant vous réavoir pour l'une de nos conférences. Et puis, j'espère que cette fois-ci, ça pourra se faire en présentiel à l'École de guerre économique. Merci à tous de nous avoir rejoints ce soir. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Bonne soirée. Merci à tous, bonne soirée. Au revoir.